Le voyage, partie 5, déplacement des fous. Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois et les fous borgnes lorgnent sans vergogne, mais même les cigognes s'en cognent. Désolé, je ne pouvais m'en empêcher. Plus sérieusement, le fou est une pièce d'attaque par excellence. Il se déplace en diagonale et il en existe deux pour chaque camp. C1 et F1 pour les blancs et C8 et F8 pour les noirs. Ils sont les plus proches de leur majesté qui sont la dame et le roi. Chacun des camps dispose d'un fou sur case blanche et d'un autre sur case noire. Il se déplace en diagonale, tant qu'il ne rencontre pas d'obstacle, il en découle que s'il est initialement sur une case blanche, jamais de sa vie il ne pourra atterrir sur une case noire, autrement dit, la moitié de l'échiquier sera hors de sa portée. C'est le prix à payer pour sa puissance. Lorsqu'il prend, il se positionne sur la case où il a pris. Il a besoin pour respirer de positions ouvertes, c'est-à-dire où les diagonales sont dégagées. Ce qui veut dire qu'il est très mal à l'aise lorsque les positions sont dites fermées. Par exemple, ici, sur l'échiquier, le fou ne peut pas sortir de la barrière de pions. Les notions de positions ouvertes ou fermées seront abordées dans d'autres lieux. Bien qu'il fasse partie du groupe des pièces dites mineures, comme le cavalier, il n'en demeure pas moins qu'il est une arme à longue portée. À la manière d'un borgne, le fou regarde de biais, jamais tout droit, et du coin de son œil, le fou peut devenir très ravageur. Surtout s'il est accompagné de son acolyte. Par exemple, avec un fou en E4 et un autre en E5, une très grande section de l'échiquier est balayée. Il n'est alors pas bon de traîner dans le secteur. Il peut prendre le contrôle sur le centre à distance pour se réveiller au bon moment et le conquérir. C'est le fianchetto, c'est-à-dire le fait de placer le fou en G2 ou B2, G7 ou B7 pour les noirs, pour le placer sur une grande diagonale, A1, H8 ou A8, H1. Le roi doit se méfier du fou lorsque celui-ci est prêt à se sacrifier sur ses pions protecteurs. Par exemple, un sacrifice en F2 contre un roi blanc, lorsqu'il est resté au centre et seul à défendre, peut s'avérer destructeur. Idem pour un sacrifice en H2 si le roi a roqué. Soit cela ouvre des colonnes et fragilise le roi, soit cela détruit sa protection que sont les pions. Il peut aussi maltraiter le roi avec un sacrifice en H3 si les pions se sont trop aventurés par leur avancée. Le roc est abordé dans une autre partie de notre voyage, je n'en dirai pas plus pour le moment. Les fous de couleurs opposées sont des fous qui sont sur des cases de couleurs différentes et qui ne sont pas du même camp. En milieu de partie, c'est un avantage pour celui qui attaque, parce que l'adversaire ne peut pas défendre ce qui est attaqué avec son fou. En revanche, lorsque la fin de partie approche en finale, les fous de couleurs opposées sont un avantage pour celui qui défend, car même si l'adversaire possède un pion de plus, ou même dans certains cas plusieurs, le fou pourra se sacrifier pour accroître les chances d'obtenir une partie nulle. Un cas particulier lorsqu'il s'agit d'un coin de l'échiquier est qu'un pion et un fou ne servent à rien contre un roi dépouillé de son armée lorsque la case du massacre n'est pas sur une couleur contrôlable par le fou. Sur le diagramme, il suffit au roi blanc de rester collé à la case H1, le roi noir ne peut pas intervenir, sous peine de régler la partie en nulle miraculeuse. Nous verrons tout cela en détail le moment venu dans d'autres parties du voyage. Comme le bon chasseur et le mauvais chasseur, il y a le bon fou et le mauvais fou. Le bon fou est celui qui peut s'exprimer sur des diagonales ouvertes et qui n'est pas gêné par ses propres pions, tandis que le mauvais est en général bloqué par ses propres pions qui l'empêchent de respirer. Il n'a de cesse de chercher son oxygène. Le borgne a du mal à y voir clair. Mais je pense qu'il est tout de même préférable de parler d'activité. Après tout, si un fou est un peu bloqué, il peut s'avérer dans certains cas qu'il joue tout de même un rôle essentiel. Par exemple, sur le diagramme, sans lui, l'adversaire avec leur fou de case noire pourrait faire craquer les pions blancs. Le fou inactif est en quelque sorte le gardien. C'est vrai qu'il est défensif, mais il joue un rôle essentiel. Tout cela sera détaillé au fur et à mesure de nos explorations au pays de la stratégie. Le fou tout seul ne peut pas mater à moins d'y avoir été fortement aidé. Sur l'échiquier, les noirs ont aidé les blancs à mater avec leur fou en obstruant la seule case de fuite H7 par fou H7.
Les blancs n'ont plus qu'à asséner le coup de grâce avec fou E5. En revanche, comme indiqué sur l'échiquier, la puissance de 2 fous permet des schémas de maths imparables et dévastateurs. Ici, fou E6, roi H8, fou E5 mat. Et même au centre de l'échiquier, ici le roi D8 tombe après fou B6 mat. Le fou a une petite particularité étymologique. En réalité, toutes les pièces ont un rôle guerrier ou militaire ou batailleur. Même le pion qui peut s'assimiler à un fantassin, le roi commandeur et la dame conseillère. On pourrait se demander ce que vient faire le fou ici. Lorsque vous suivrez ce voyage avec l'intérêt que je vous souhaite, vous verrez qu'historiquement, il n'y a pas plus militaro-dantesque qu'un fou. C'est une question d'étymologie, rien de plus. Dans l'ancien temps, les Arabes et les Persans, précurseurs du noble jeu, nommaient la pièce al-fil, qui voulait dire éléphant. Et à moins de vivre sur une autre galaxie, tout le monde sait que les éléphants ont joué un rôle très grand dans certaines batailles historiques. Le fait est qu'en ancien français, cela sonnait comme folle, c'est-à-dire fou. Au fil du temps, le mot fou a pris ses marques. Je me rends compte que j'en ai déjà dit un peu plus que le simple déplacement du fou. C'est fou, non? Je décide donc d'en garder sous le coude pour d'autres horizons, car il y a encore tant à dire. Il est temps de faire un petit break jusqu'à la prochaine migration au pays fantastique des échecs. Montez à bord, vous êtes attendus pour la prochaine station, et pour que vous puissiez patienter dans les meilleures conditions, je vous laisse méditer sur une petite question existentielle. Les fous sont-ils plus utiles aux sages ou les sages aux fous?